Bonsoir chers compatriotes et bienvenue chez vous. Je suis heureuse de vous retrouver. L'actualité de ce 2 janvier 2026, dense et complexe, nous rappelle déjà l'ampleur des défis qui nous attendent. Mais elle nous montre aussi les opportunités que nous devons saisir. Ce soir, nous allons décrypter ensemble 4 dossiers majeurs qui dessinent les contours de notre avenir immédiat. Chacun d'eux résonne bien au-delà de nos frontières. Notre premier dossier nous emmènera à New York, au cœur du pouvoir mondial. 30 ans après, la République démocratique du Congo fait son grand retour au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une victoire diplomatique immense. Ce siège nous donne une voix pour exiger le respect du droit international face à nos agresseurs. Mais il est avant tout une mission, une lourde responsabilité que nous devons transformer en action concrète pour la paix. Ensuite, nous nous tournerons vers la mémoire de nos héros. Il y a 12 ans, jour pour jour, le colonel Mamadou Ndala était assassiné. Son souvenir, celui d'un artisan de la victoire contre le M23 en 2013, nous confronte à une réalité amère. Aujourd'hui, ce même ennemi, soutenu de l'extérieur, occupe une portion encore plus grande de notre territoire. Une commémoration qui sonne comme un avertissement sur la fragilité de nos victoires militaires. Notre troisième dossier est une plongée dans les fractures de notre État. Nous enquêterons sur la situation à la Société congolaise des postes et télécommunications. Là-bas, des agents publics ont reçu leur salaire de novembre 2024 avec 13 mois de retard. Ce n'est pas un simple fait divers. C'est le symptôme d'une agonie sociale qui interroge la crédibilité même de l'État, à l'heure où des discours officiels vantent une résilience économique. Enfin, nous parlerons d'avenir et de souveraineté. Notre sous-sol regorge de cobalt, ce minerai essentiel à la transition énergétique mondiale. Un appel stratégique nous est lancé. Devons cesser d'être de simples exportateurs de matières brutes. Nous devons construire ici, chez nous, les usines qui transformeront cette richesse. C'est la promesse d'emploi, de revenus et d'une véritable indépendance économique. De la diplomatie mondiale à la mémoire de nos héros, de la faillite de nos entreprises publiques à la promesse de nos richesses, l'heure est à l'analyse lucide. Restez avec nous pour décrypter les enjeux qui façonnent notre présent et détermineront notre futur. Plus de 30 ans après sa dernière participation, la République démocratique du Congo retrouve sa place. Elle siégera au sein de l'organe le plus puissant des Nations Unies. Ce n'est pas une simple formalité protocolaire. Pour une nation en proie à une agression extérieure, c'est un levier d'action directe au cœur du système international. C'est une opportunité historique de transformer les condamnations en contraintes. C'est l'occasion de faire de la vérité une force contraignante pour nos agresseurs. En ce vendredi 2 janvier 2026, la RDC a officiellement entamé son mandat de 2 ans. Pour la période 2026-2027, elle sera membre non permanent du Conseil de sécurité. Ce moment solennel a été marqué par une cérémonie de levée de notre drapeau au siège de l'ONU à New York, un symbole puissant de notre retour sur la scène mondiale. Ce retour s'opère dans un contexte où le droit est mis à l'épreuve. Ce siège offre à notre pays une voie directe pour exiger l'application des résolutions, notamment la résolution 2773 qui nomme explicitement le Rwanda comme agresseur. Mais ce siège est surtout le fruit d'une offensive diplomatique qui a déjà produit des résultats concrets. Des sanctions ont été adoptées par les États-Unis, l'Union européenne et le Canada. Des coopérations militaires et sécuritaires avec le Rwanda ont été suspendues par des partenaires clés. Dans son discours, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a fixé le cap avec fermeté. Elle a insisté sur le fait que ce siège est une mission et non une récompense. La RDC, a-t-elle affirmé, y apportera une parole de vérité, de responsabilité
et résolument tournée vers des solutions durables. C'est un engagement à porter la voix des peuples affectés par les conflits avec notre propre expérience. Cette victoire diplomatique contraste cependant avec la réalité du terrain. L'agression se poursuit. De vastes pans de nos provinces du Nord et du Sud Kivu restent sous le contrôle de l'AFC M23. La parole forte de Kinshasa à New York doit maintenant se traduire par une pression tangible sur le terrain pour libérer nos compatriotes. L'analyse de notre diplomatie montre que ce siège n'est pas qu'un symbole. Il s'inscrit dans une stratégie qui a déjà forcé la communauté internationale à agir. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mis en place une commission internationale indépendante d'enquête. Sa mission est de documenter les crimes et d'identifier les responsables. Dans ce contexte, l'appel du député Steve Mbikayi à un sursaut collectif prend tout son sens. Il demande une unité nationale derrière l'institution présidentielle pour faire face à l'agression. Concrètement, pour les populations de l'Est, ce siège pourrait signifier une pression accrue sur les agresseurs. Notre voix peut désormais influencer directement les mandats des missions de paix. Elle peut aussi accélérer la mise en place de sanctions ciblées contre ceux qui financent cette guerre. Alors, la question fondamentale demeure. Comment notre pays transformera-t-il ce siège prestigieux en un levier d'action concret pour imposer la paix et restaurer son intégrité territoriale? Cette voix, au cœur du pouvoir mondial, saura-t-elle faire taire les armes à Goma, Bunia et Uvira? De cet espoir diplomatique né sur la scène mondiale, nous revenons sur notre sol. Nous revenons à la mémoire douloureuse de ceux qui se sont sacrifiés pour défendre notre patrie. Un souvenir qui nous rappelle que les victoires, même les plus éclatantes, ne sont jamais acquises. Commémorer la mort du colonel Mamadou Ndala n'est pas un simple acte de mémoire, c'est un exercice douloureux. Il nous force à confronter l'héritage d'une victoire militaire à l'échec stratégique qui a suivi. 12 ans après sa disparition, son souvenir agit comme un miroir impitoyable de la situation sécuritaire actuelle. Il nous interroge sur notre capacité à honorer le sacrifice de nos héros par des actions politiques durables. Ce 2 janvier 2026, la nation se souvient du 12e anniversaire de l'assassinat du colonel Mamadou Mustapha Ndala. Il est tombé en héros le 2 janvier 2014, près de Beni. Il était l'un des artisans de l'opération Pomme Orange qui avait mis en déroute le M23 en 2013. À l'échelle internationale, les rapports crédibles, comme ceux du Kivu Security Tracker, confirment la résurgence et le renforcement du M23, toujours soutenu par le Rwanda. Cela souligne l'échec de la communauté internationale à garantir le démantèlement durable de ce groupe après sa défaite militaire de 2013. Une défaite que le colonel Ndala avait rendue possible. Pour son courage, Mamadou Ndala a été élevé au statut de héros national. Il a été promu à titre posthume au grade de général de brigade. Il incarnait l'espoir d'une armée capable de vaincre, une image puissante qui demeure vivace dans la mémoire collective. Pourtant, la réalité du terrain offre un constat amer. En 2013, le M23 était militairement vaincu. Aujourd'hui, il contrôle 5 des 6 territoires du Nord Kivu. Il a étendu son influence jusqu'au Sud Kivu. Pour illustrer la complexité du conflit, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, accuse de son côté le régime de Kinshasa de boycotter les pourparlers et de privilégier une solution militaire. L'analyse de nos confrères de Netic News pose une question fondamentale. La RDC a-t-elle tiré les leçons de 2013 ? Tout indique que non. L'absence de réformes profondes au sein de nos services de sécurité, la persistance des infiltrations et la faiblesse de notre réponse stratégique semblent avoir anéanti les sacrifices consentis. L'impact de ce retour en arrière est tragique pour nos concitoyens. Alors que nous honorons la mémoire de Ndala,
nous apprenons le massacre de 15 civils par les ADF à Lubero. Une attaque en pleine célébration du Nouvel An. Pour les populations de l'Est, l'héritage de Mamadou Ndala est celui d'une victoire qui leur a été volée. Le sacrifice de nos héros comme Mamadou Ndala a-t-il été honoré par nos choix stratégiques? Ou sommes-nous condamnés à revivre indéfiniment les mêmes tragédies, faute de volonté politique, pour consolider nos victoires militaires? Cet échec stratégique sur le front militaire trouve un écho inquiétant dans l'échec de la gouvernance sur le front social. Quand l'État ne parvient ni à sécuriser ses frontières, ni à honorer ses obligations, c'est tout le pacte social qui est menacé. La crise qui frappe la société congolaise des postes et télécommunications n'est pas un simple incident de gestion. C'est le symptôme d'une défaillance systémique de la gestion publique. Quand une entreprise d'État se félicite de payer un salaire avec plus d'1 an de retard, ce n'est plus une crise. C'est une faillite morale et institutionnelle. Le fait brut est aussi simple que choquant. Un communiqué interne de la SCPT, daté du 26 décembre 2025, annonce avec satisfaction le paiement du salaire de novembre 2024. 13 mois de retard. 13 mois pendant lesquels des familles ont dû survivre sans le revenu qui leur est dû. Cette situation illustre parfaitement les analyses de la Banque mondiale ou du FMI. Ces institutions lient la mauvaise performance économique à la gestion catastrophique des entreprises publiques. Cette réalité crue entre en collision frontale avec les déclarations de l'ambassadeur Jean-Thierry Monsenpo. Il dénonce une vaste offensive de fake news et affirme que l'État fonctionne et que les salaires sont payés à temps. La note de la SCPT est un démenti cinglant. La justification officielle contenue dans le communiqué est paradoxale. La direction a le réel plaisir de porter à la connaissance du personnel le paiement de cet arriéré. Le plaisir de violer une obligation contractuelle. Le plaisir d'institutionnaliser la précarité. Sur le terrain, les racines de cette défaillance sont bien connues. D'abord, un modèle économique obsolète. Ensuite, une mauvaise gouvernance systémique faite de nominations politiques et de détournements. Enfin, le désengagement de l'État actionnaire qui laisse l'entreprise agoniser sans la réformer. Donc, l'analyse de cette situation est sans appel. Nous sommes face à une précarité institutionnalisée. C'est le symbole d'un système à bout de souffle où tout le contrat social se fissure. Ce ne sont pas que des mots, c'est la description d'une réalité vécue. Pour les citoyens, l'impact est double. D'une part, un service postal de piètre qualité assuré par des agents démotivés. D'autre part, le drame humain de centaines de familles privées de leurs revenus, abandonnées par leur propre employeur, l'État. La question devient alors inévitable. Quand l'État employeur viole ses obligations les plus fondamentales envers ses propres agents, comment peut-il exiger la confiance des citoyens et des investisseurs? Quelle est la crédibilité d'un discours officiel sur la résilience économique face à une telle agonie sociale? Dans les jours à venir, un dossier d'analyse révélateur, préparé par notre rédaction, vous sera présenté sur ce sujet qui impacte le service public. Surtout, ne le manquez pas. Alors que les débats stratégiques sur nos ressources naturelles offrent une lueur d'espoir pour un avenir prospère, cette vision reste tragiquement lointaine pour nos compatriotes sur le terrain. Là, l'absence de l'État ne se ressent pas dans les salles de conseil, mais dans le silence terrifiant qui suit un coup de feu. Notre pays se voit qualifié de scandale géologique, une terre bénie par ses ressources, mais maudite par leur gestion. L'enjeu crucial pour la RDC aujourd'hui est de briser cette fatalité. Il s'agit de transformer notre richesse minière, en particulier le cobalt, en un véritable levier de développement. Nous devons cesser d'être un simple fournisseur de matières premières pour les usines des autres. Le fait brut est une recommandation stratégique. L'ONG Resource Matters appelle la RDC à nouer des partenariats avec les pays de la SADC.
Le but est de parvenir à la transformation locale de notre cobalt en précurseur de batterie. L'idée est simple: unir nos forces africaines pour capter la valeur ajoutée. Cette recommandation prend tout son sens dans son contexte international. Cette semaine, le cours du cobalt sur le London Metal Exchange était de 52 770 $ américains la tonne. C'est le prix de notre matière brute. Mais cette valeur est démultipliée dans les usines en Asie ou en Europe, où ce minerai est transformé. C'est là que se crée la richesse et les emplois. Cette vision est encouragée par des institutions comme la Banque mondiale. Elle pousse la RDC à se rapprocher du secteur automobile sud-africain. Au niveau national, la Gécamine négocie déjà avec ses partenaires chinois pour contrôler une quote-part de la commercialisation. C'est une première étape vers plus de souveraineté. La réalité du terrain, cependant, est que la quasi-totalité de notre cobalt est aujourd'hui exportée à l'état brut. Nous finançons ainsi le développement industriel des autres avec nos propres ressources. Nous privons de la majeure partie de la chaîne de valeur. Les recommandations de Resource Matters offrent une feuille de route claire pour inverser cette tendance. Il ne s'agit plus de nationaliser, mais de transformer, d'innover et de collaborer. Pour les citoyens congolais, l'impact d'une telle stratégie serait immense. La création d'une filière de transformation locale pourrait générer des milliers d'emplois qualifiés. Elle augmenterait considérablement nos recettes fiscales. Cela permettrait de financer nos services publics et d'éviter que des entreprises comme la SCPT ne sombrent dans l'indignité. Au-delà des rapports, quelle volonté politique est nécessaire pour briser le cycle de l'exportation brute? Sommes-nous prêts à passer du statut de scandale géologique à celui de puissance industrielle de la transition énergétique? Des grands enjeux stratégiques qui se décident à New York ou dans les conseils d'administration. Nous passons maintenant aux réalités locales. Là où l'insécurité et le manque de justice frappent directement nos compatriotes au quotidien. Une vague d'inquiétude et de colère traverse le pays. De Kalemi à Lubumbashi, la confiance entre les citoyens et les institutions semble se rompre. Lorsque la peur devient le quotidien et que la justice paraît lointaine, le risque est grand de voir la loi du plus fort remplacer la force de la loi. C'est ce qui s'est produit à Kalemi, où 4 présumés bandits ont été brûlés vifs par une population excédée. Le bourgmestre, M. Pierre Kamainzan Tambi, a fermement condamné cet acte. Il a rappelé que personne n'a aucun droit d'ôter la vie d'un semblable dans un état de droit. Mais sa condamnation peine à masquer le désespoir des habitants. Cette même peur est palpable dans le Haut-Katanga. 5 corps sans vie ont été découverts en quelques jours à Kipushi et Lubumbashi. Face à cette situation, le député Guy Geoffrey Munana a exigé des enquêtes judiciaires sérieuses. Pourtant, l'appareil judiciaire peut fonctionner. À Lubero, 8 militaires phares d'essai, dont un lieutenant-colonel et un major, sont poursuivis pour meurtre. Le ministère public a requis jusqu'à 20 ans de prison. Ce procès montre que la justice peut agir. Mais il révèle aussi les maux qui rongent nos forces de l'ordre, comme le système de la banque l'envers qui appauvrit les soldats. Lorsque la population lynche des suspects dans une ville et que des corps sont découverts dans une autre, la réponse de l'État peut-elle se limiter à des condamnations verbales et à des enquêtes qui tardent? Ne sommes-nous pas face à un signal alarmant que le contrat de sécurité entre l'État et ses citoyens est sur le point de se rompre? Dans un contexte national souvent marqué par l'inertie, la province du Haut-Uélé offre un cas d'étude intéressant. Elle démontre comment une volonté politique locale peut enclencher une dynamique de développement. Le gouverneur Jean Bakomito a détaillé une stratégie pragmatique qui porte ses fruits. L'effort principal a été porté sur le désenclavement. Plus de 500 km de routes ont été réhabilités sur 9 axes stratégiques. L'impact est immédiat. Le trajet entre Isiro et Dungo, qui prenait plusieurs jours, se fait désormais en seulement 3 heures. Cette transformation a été rendue possible par la réouverture de ponts cruciaux comme ceux de Kibali et Bomokandi. Ces ouvrages ont sorti la province de son isolement.
ils ont relancé les échanges avec les provinces voisines. Fort de ce réseau routier, le gouvernement provincial a lancé un programme de relance agricole. Plus de 400 hectares de champs pilotes de café et de cacao ont déjà été plantés. L'objectif est de diversifier une économie encore trop dépendante du secteur minier. Simultanément, la capitale provinciale, Isiro, se modernise. Des travaux d'asphaltage sur 43 km ont été lancés. Si le OULA, avec ses fonds propres et un appui ciblé, parvient à lancer une telle dynamique, son approche peut-elle servir de feuille de route? L'avenir de la RDC se construit-il avant tout à l'échelle locale, par des actions concrètes qui répondent aux besoins des populations. Voici à présent les brèves qui complètent l'actualité de ce jour. Sur le plan national, la journée du lundi 5 janvier 2026 sera chômée et payée sur toute l'étendue du territoire. Le férié du 4 janvier, jour des martyrs de l'indépendance, tombe cette année un dimanche. Dans le Kasaï oriental, l'exécutif provincial a promulgué l'édit budgétaire pour l'exercice 2026. Ce budget est arrêté en équilibre à plus de 416 milliards de francs congolais, un outil essentiel pour le développement de la province. Une tragédie a endeuillé la ville de Kikwit. 5 personnes y ont perdu la vie dans un accident de circulation. Selon les premiers éléments, le drame aurait été causé par un véhicule dont les freins auraient lâché. Une note d'espoir nous vient du territoire de Lubero. La réouverture des écoles à Njiapanda est prévue ce lundi après 45 jours de paralysie des activités scolaires dues à l'activisme des rebelles ADF. C'est une victoire pour le droit à l'éducation. Enfin, à Chikapa, dans la province du Kasaï, 2 agents de la Direction générale des impôts ont été suspendus de leurs fonctions. Cette mesure a été prise suite à de multiples abus professionnels, un signal fort dans la lutte contre la corruption. Nous arrivons au terme de cette édition. L'actualité de ce début d'année nous a montré un pays aux multiples visages. Celui qui se bat sur la scène internationale, celui qui pleure ses héros, celui qui souffre des défaillances de son État et celui qui rêve de bâtir un avenir souverain sur ses propres richesses. Ces faits dessinent les contours des défis et des espoirs de notre nation pour l'année qui commence. Si nous devions retenir les 4 points cardinaux de cette journée, ce serait, premièrement, le retour de la voix congolaise avec l'entrée historique de notre pays au Conseil de sécurité. Deuxièmement, le poids de la mémoire face à l'héritage du héros Mamadou Ndala, qui nous rappelle qu'une guerre gagnée sur le terrain peut être perdue. Troisièmement, la fracture sociale, cruellement illustrée par l'agonie des agents de la SCPT, abandonnés par un État qui peine à tenir ses promesses. Et enfin, la promesse de la terre, avec cet appel à transformer notre cobalt pour bâtir notre souveraineté économique. Ce soir, je vous propose une réflexion qui nous vient de l'analyse des faits. Sans vision stratégique, durable, les victoires militaires, aussi héroïques soient-elles, restent fragiles et réversibles. Cette pensée nous rappelle que le sacrifice de nos soldats, comme celui de Mamadou Dalla, ne prend tout son sens que s'il est suivi d'une gouvernance capable de construire une paix durable sur les terrains conquis. La bravoure au front doit être honorée par la sagesse dans les décisions politiques. L'actualité continue et nous serons là pour la décrypter pour vous. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition d'Inside News RDC. Pour approfondir les enjeux de la guerre qui nous est imposée, je vous invite à visionner notre dossier d'analyse déjà disponible, La guerre d'attrition à l'Est, quand la République perd du terrain. Que cette soirée vous soit douce et que la paix soit sur notre nation. Je vous prends congé et vous laisse ce week-end 8 mains de ma consoeur. Les bulletins de la semaine prochaine vous seront présentés par Soraya. C'était Serena au service du peuple congolais. Encore une fois, bonne soirée et bonne continuation.